Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon top 10 actions US pour profiter de la présidence de Trump aux États-Unis pendant les 4 prochaines années. J'ai analysé beaucoup d'entreprises ces dernières années et j'en suis d'un peu plus près 70 après un premier filtre, et donc je vais vous présenter mon top 10 actions US. Je vous rappelle que ceci ne constitue pas un conseil en investissement, je vous invite à faire vos propres recherches avant d'investir sur une valeur. Je vous rappelle également qu'en description, vous retrouverez mon lien de parrainage pour Boursobank. Vous avez 80 € offerts pour ouverture d'un compte, plus premier dépôt de 300 € sur ce compte, et vous avez 150 € si vous faites cette ouverture, ces 300 € de dépôt, et que vous faites une mobilité bancaire, c'est-à-dire que vous transférez votre salaire sur cette banque. Donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez soutenir la chaîne et démarrer 2025 avec une banque que j'utilise personnellement et que je trouve très pratique, car il y a peu de frais par rapport aux banques classiques. Pas de frais de garde par exemple pour tout ce qui est PEA compte titre, et vous avez plein d'autres avantages à l'ouverture de vos différents comptes, différents livrets. Et on commence tout de suite par la 10e place qui est occupée par Adobe. C'est une entreprise de la tech spécialisée dans les logiciels créatifs. Elle détient entre autres Photoshop. Alors Adobe, c'est une forte croissance moyenne du chiffre d'affaires avec 14% de croissance moyenne sur les 5 dernières années. C'est une marge nette excellente qui est entre 25 et 30% depuis 3 ans. A noter qu'avant on était au-dessus des 30%. On a plutôt une tendance baissière sur ce point-là, mais bon, ça reste quand même excellent, hein, entre 25 et 30% de marge nette. On a un free cash flow de 8 milliards, donc une génération de cash qui est au top. On a une rentabilité au top également avec un ROE moyen sur les 5 dernières années de 43%. Donc ça c'est vraiment excellent. On a un PER très élevé, donc côté valorisation. Je regarde le PER forward, donc avec le résultat net estimé de l'année fiscale en cours. Et ce PER forward est proche de 34, donc c'est plutôt élevé, hein, même pour une entreprise tech comme ça. On a une trésorerie nette positive, donc pas de dette nette, ce qui est un très bon point. Et ensuite, côté perspective, Adobe peut jouer le narratif de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle. Donc il y a des segments très importants sur lesquels se développer, sur lesquels innover, mais ce sont des segments avec beaucoup de concurrence. À voir si Adobe maintient cette place de leader un peu sur les logiciels créatif, et on va voir si l'entreprise va réussir à tirer son épingle du jeu lors des moments critiques, mais en tout cas c'est une entreprise qui est bien gérée avec de belles finances. À la 9e position, on retrouve Applied Materials, qui est un acteur majeur dans l'industrie des semi-conducteurs. C'est une société qui fournit des équipements, des services et des logiciels pour la fabrication des puces. Alors, Applied Materials, c'est une forte croissance moyenne du chiffre d'affaires également. C'est 13% de croissance moyenne sur les 5 dernières années. C'est une bonne marge nette, avec une marge nette qui est aux alentours des 25% sur les 4 dernières années, avec une tendance plutôt à croître cette fois. On a une bonne génération de cash, avec des capex élevés, mais c'est attendu pour ce type de secteur, donc l'industrie des semi-conducteurs. On a une rentabilité qui est exceptionnelle, avec un ROE moyen sur ces 5 dernières années de 48%. Côté valorisation, on a un PER qui est plutôt faible, un PER de 21 pour une société qui a, à mon avis, beaucoup de potentiel. C'est plutôt un bon point d'entrée, un PER forward de 21. On a une trésorerie nette positive, donc pas de dette nette, et c'est une société qui a un fort potentiel, comme toutes les sociétés qui sont liées aux semi-conducteurs, qui sont pour moi la base de toute la haute technologie, de la révolution en intelligence artificielle. C'est la base, les semi-conducteurs, et donc je pense que Applied Materials a un fort potentiel, surtout que les entreprises du secteur des semi-conducteurs ont connu une chute en termes de capitalisation récemment. Donc voilà, une entreprise prometteuse dans l'industrie des semi-conducteurs, avec des finances qui sont déjà solide, c'est pour moi une très bonne entreprise. À la 8e position, on retrouve l'entreprise Meta, qui est un conglomérat de sociétés liées aux réseaux sociaux et à la technologie, qui détient par exemple Facebook et Instagram. Et donc c'est une société qui a une croissance très soutenue du chiffre d'affaires, avec 17% de croissance sur les 5 dernières années. Pour une entreprise de cette taille, c'est quand même énorme d'avoir 17% de croissance moyenne d'année en année. C'est une marge nette de 30,4% sur les dernières années, donc c'est excellent, quasiment exceptionnel. On a un free cash flow de 48,9 milliards de dollars en 2024, donc c'est vraiment une cash machine. On a une très bonne rentabilité avec un ROE de 27%, on a un PER forward proche de 27, ce qui pour une entreprise sans énormément de potentiel paraît très élevé, mais bon, pour une entreprise comme Meta, qui à mon avis a de très bonnes perspectives, qui est dans un secteur très porteur, je pense qu'un PER de 27 est très satisfaisant. On a une trésorerie nette positive, donc pas de dette nette, et on a un narratif très intéressant avec l'intelligence artificielle. On sait que Meta met un accent fort sur la R&D, recherche et développement. On a une légère coupure de la masse salariale annoncée par Meta de 5% des effectifs, ce qui pourrait pousser à court moyen terme à de bons résultats. Ça reste une société qui est très attractive pour les talents, avec des investissements très conséquents dans l'intelligence artificielle. Côté gestion, on a Mark Zuckerberg qui a fait quelques erreurs sur les dernières années, qui allait un peu trop vite sur le métaverse notamment, avec des investissements très conséquents et très peu de retours. Il a peut-être été en avance de phase sur ça, mais en tout cas les investissements sur le métaverse ont ralenti.
À la 7e position, on retrouve KLA. C'est une société qui est spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de production de semi-conducteurs. KLA, c'est une forte croissance moyenne du chiffre d'affaires avec 14% de croissance moyenne sur les 5 dernières années. Attention, c'est une croissance qui n'est pas linéaire. On a par exemple eu une baisse pour l'exercice 2024, mais on a une estimation de forte reprise pour l'exercice 2025. C'est ce dont je parlais à propos de la baisse de capitalisation des entreprises des semi-conducteurs. C'est lié en fait à une baisse du marché. On a une marge nette au top qui est supérieure à 30% sur les 5 dernières années en moyenne, donc ça c'est excellent. On a un free cash flow attendu de 4 milliards de dollars, donc c'est une très forte génération de cash pour KLA vis-à-vis de son chiffre d'affaires. On a un ROE moyen de 114%, donc c'est exceptionnel. On a un PER de 26, donc c'est plutôt une entreprise qui a un PER bon côté valorisation. Elle n'est pas valorisée trop cher. Elle a une légère dette nette de 0,5 fois son résultat net, donc autant dire quasiment pas de dette nette, et un très fort potentiel dû à son positionnement sur le secteur des semi-conducteurs, qui est un secteur très porteur, notamment avec les demandes toujours plus en plus fortes de performance pour les machines, pour les puces, qui va accroître très probablement la demande pour les semi-conducteurs dans les années à venir. À la 6e position, on retrouve Crocs, qui est une entreprise spécialisée dans les chaussures un peu particulières, caoutchouteuses. Alors Crocs, c'est un peu un ovni parce que c'est une entreprise qui est très bien gérée et qui n'est pas du tout dans les mêmes secteurs que les autres entreprises que je vais présenter. C'est une croissance moyenne du chiffre d'affaires au top, avec 34% de croissance sur les 5 dernières années. C'est exceptionnel. On a une marge nette moyenne de 21% sur les 5 dernières années, donc également très bonne marge nette. On a une génération de cash correcte. Bon, c'est pas le point fort de l'entreprise par rapport aux autres, mais ça reste correct. Il y a des capex importants, notamment dû à l'industrie dans laquelle Crocs est. On a une rentabilité exceptionnelle avec un ROE de 145%, donc ça c'est vraiment très fort. On a un PER d'environ 7,5, donc c'est un PER qui est faible pour une entreprise comme ça. À noter que la valorisation, même si elle peut être un peu en inadéquation avec le potentiel des entreprises, il reflète en général les attentes des investisseurs pour les perspectives de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise qui aura peu de levier de développement pour la suite aura en général un PER faible, et c'est un peu ce qui est attendu pour Crocs, même si c'est une entreprise qui est très bien gérée. Elle a une dette nette de 1,42 fois le résultat net, donc c'est vraiment très léger. Quant aux perspectives, alors moi j'ai une petite hésitation, parce qu'on a beaucoup d'utilisation de ces produits dans les services hospitaliers notamment, dans d'autres secteurs, mais c'est une société qui pour moi reste aussi attachée à la mode. Il y a quand même eu un effet de mode Crocs qui sera très certainement cyclique, avec des baisses de parts de marché dans les prochaines années, ou peut-être des augmentations si la mode revenait et qu'il y avait un éventuel renouveau. Mais pour moi il y a des incertitudes sur les perspectives de Crocs, mais ça ne reste pas moins une entreprise qui est très bien gérée et qui a des finances très saines. À la 5e place, on retrouve Airbnb, qui est une société qui opère le site Airbnb pour location court et long terme et qui se diversifie en proposant aussi des expériences. Airbnb, donc c'est une croissance au top, 20% en moyenne de croissance du chiffre d'affaires sur 5 ans. Alors à prendre quand même en compte les effets du Covid qui ont affecté le chiffre d'affaires dans les années 2020-2021, ce qui explique en partie cette croissance très forte. On a plutôt une normalisation, on va dire, du chiffre d'affaires. On a une très bonne marge nette, une marge nette supérieure à 20% depuis 2022. Ça c'est très bon. On a une très forte génération de cash avec un free cash flow à 4,3 milliards de dollars. On a un ROE qui est très légèrement sous les 30%, donc une excellente rentabilité. On a un PER de 28,5. Donc c'est un PER satisfaisant pour une entreprise comme Airbnb. On a une trésorerie nette positive et Airbnb a un énorme avantage concurrentiel, c'est l'effet de réseau. En fait, si quelqu'un a envie de se lancer dans la location courte, moyenne durée, il va se tourner sur le site qui a le plus de clients à proposer, et ce sera Airbnb puisqu'il est leader dans son segment. Donc cet effet de réseau permet de s'accaparer une grosse part des marchés et il tient aussi la concurrence éloignée, car c'est plus dur de rentrer sur un tel marché. Le seul point d'ombre sur la société, à mon avis, c'est la régulation. On a beaucoup de villes, notamment en France, qui se battent contre Airbnb parce que ça fait augmenter les loyers, c'est du coup désagréable pour les locaux, et on a des mairies qui pourraient avoir à interdire Airbnb. Ça reste quand même une bonne entreprise. À la 4e place, on retrouve Alphabet, qui est la maison mère de Google. C'est une énorme société tech avec une très grosse force de frappe qui attire les meilleurs talents, qui a beaucoup de fonds pour investir dans les projets et les rachats d'entreprises innovantes. Donc c'est une société qui a une excellente croissance du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années, donc 17% pour une société qui fait 338 milliards de dollars de chiffre d'affaires attendu sur l'année fiscale en cours. C'est énorme, 17% de croissance. On a une marge nette moyenne de 25%, donc c'est excellent. On a un free cash flow attendu de 76 milliards de dollars. On a des énormes capex, donc qui sont attendus à 51 milliards
milliards de dollars pour l'année fiscale en cours. 51 milliards de dollars de CAPEX, c'est dû aux investissements dans les infrastructures, les centres de données, tout ce qui est développement de l'intelligence artificielle. Et dans ces 51 milliards de dollars, il n'y a pas les dépenses en recherche et développement. Elles ne sont pas prises en compte dans les CAPEX, ce sont des coûts pour la société. Donc voilà. On sait en plus qu'Alphabet a d'énormes dépenses R&D, donc c'est une société qui investit massivement dans son propre secteur. On a une rentabilité excellente, un ROE de 27% en moyenne sur les 5 ans, on a un PER de 24, donc pour une société comme cela, ça paraît vraiment sous-évalué, 24 de PER, et on a une trésorerie nette positive. J'en ai déjà parlé, mais bon, Alphabet, côté potentiel, c'est un très fort potentiel. J'aurais juste un point d'attention sur le tournant intelligence artificielle, et notamment LLM, donc Large Language Model, c'est tout ce qui est ChatGPT, sur lequel Microsoft avec OpenAI a pris les devants sur le marché. Alphabet a son propre outil aussi, Gemini, qui est moins utilisé, qui paraît moins performant pour l'instant. C'est un gros marché sur lequel Alphabet peut perdre un peu de place. Après, je pense que la recherche Google perdra sûrement un peu de part de marché, mais je pense que cette barre de recherche coexistera avec ChatGPT. Je pense pas que tout le monde passera sur le LLM comme une barre de recherche, mais peut-être que je me trompe. Et puis, Alphabet a aussi, comme je l'ai dit, beaucoup de fonds pour investir dans son propre secteur, et c'est une société qui est très attractive. Donc ce serait pas du tout étonnant qu'Alphabet rattrape son retard sur ce domaine-là. À la 3e position, on a United Therapeutics, qui est une société biotech spécialisée dans le développement de traitements innovants pour les maladies cardiovasculaires et pulmonaires. C'est une société avec une croissance du chiffre d'affaires au top. Bon, globalement, dans ce classement, je présente surtout des sociétés qui sont en croissance, avec 18% en moyenne sur les 5 dernières années. Entre 2020 et ce qui est attendu en 2025, on a fait x2. C'est une belle performance. On a une marge nette au top, supérieur à 40% l'année dernière et attendu aussi en 2025 supérieur à 40%. On a une excellente génération de cash par rapport au chiffre d'affaires que la société réalise. Pour un chiffre d'affaires estimé en 2024 à 2,9 milliards, la société réalise 1 milliard de dollars de free cash flow. On a un ROE moyen de 17%, donc une bonne rentabilité, avec une tendance à croître. Il est attendu 19,7% cette année, selon les estimations zone bourse. On a un PER faible, PER de 14, c'est pas une société qui est très valorisée. On a une trésorerie nette positive. Et côté perspective, alors c'est une biotech, et c'est connu, les biotech c'est risqué. C'est des sociétés qui ont peu de produits qui fonctionnent. Ici on en a 5 principaux, donc on a peu de diversification. S'il suffit qu'il y en ait un ou deux qui soient interdits ou qu'il y ait un scandale sur l'un des produits, et on peut rapidement perdre un tiers, un quart du chiffre d'affaires sur une année. On a aussi de fortes régulations des prix sur ce secteur, et on a forcément des questions d'éthique également. Donc c'est un investissement qui est plus risqué que le reste, mais à savoir que quand il y a plus de risques, il y a souvent plus de retours potentiels. Maintenant, c'est une grande entreprise avec 1168 employés en 2023 et un chiffre d'affaires attendu de 2,8 milliards de dollars. À la 2e position, on retrouve Blackstone. C'est une société de gestion d'investissement spécialisée dans le private equity, l'immobilier, le crédit et les infrastructures. Donc Blackstone, c'est une excellente croissance du chiffre d'affaires, à 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec une croissance moyenne sur 5 ans de 17%. Attention, c'est une croissance qui est assez irrégulière. Si on prend sur uniquement les 4 dernières années, on a en moyenne une baisse de 4%. Donc à surveiller pour la suite. Ceci dit, c'est une société qui est très bien gérée. On a une marge nette de 52% en moyenne sur les 5 dernières années, c'est exceptionnel. On a aussi une génération de cash exceptionnelle avec un free cash flow de 6,5 milliards de dollars. Pour un chiffre d'affaires de 10 milliards, c'est très conséquent. On a une rentabilité exceptionnelle avec un ROE moyen de 62,5%. On a un PER qui, pour Blackstone, est assez élevé encore, avec un PER de 25, PER forward. On a une légère dette nette, 1,6 fois le résultat net. Ça lui permet d'investir à levier. Et côté perspective, c'est pas une société de croissance, mais on l'a vu, c'est une énorme cash machine en fait. C'est une société qui est très rentable, qui génère beaucoup d'argent et qui redistribue une partie de cet argent en dividendes. Donc voilà, une très bonne entreprise, relativement stable et qui fait un peu référence dans son secteur. Enfin, à la première position, on retrouve Qualcomm, qui est une entreprise tech leader dans la conception de semi-conducteurs et de solutions de communication sans fil, comme la 5G, Internet, l'IoT, donc Internet of Things, les objets connectés, etc. Et cette société, Qualcomm, c'est une croissance du chiffre d'affaires au top. On a un chiffre d'affaires attendu sur l'année fiscale de 39 milliards de dollars, avec une croissance moyenne de 19% sur les 5 dernières années. On a une marge nette moyenne de 25% sur les 5 dernières années. On a un free cash flow de 11,5 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 39 milliards de dollars, pareil, c'est très élevé. On a un ROE attendu de 42,4%, donc une rentabilité exceptionnelle. On a un PER très faible qui vaut 18, donc très faible pour ce type de société. Ça semble donc être une société qui offre une excellente opportunité d'entrée.
Elle a une dette nette très légère, égale à 10% de son résultat net annuel, donc autant dire quasiment pas de dette nette. C'est une société avec un fort potentiel à mon avis, comme j'en ai parlé précédemment, qui est positionnée aussi sur le marché des semi-conducteurs et tout ce qui est croissance du marché lié aux objets connectés, donc l'Internet of Things. Voilà, c'est tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être fait découvrir des entreprises, aura constitué peut-être un support pour vos décisions d'investissement. En tout cas, je vous souhaite de bons investissements. Je vous laisse avec un tableau récapitulatif des valeurs qu'on a vues dans la vidéo et leurs notes attribuées selon mes critères, plutôt orientés quality. À bientôt.